Attac est né il y a 20 ans que cette association altermondialiste s'engage et dénonce les dérives de la finance, entre autres. Alors pour fêter cet anniversaire, l'ONG sort cet abécédaire engagé, un livre paru aux éditions Les Liens qui libèrent, un abécédaire que nous allons feuilleter avec vous. Annie Coupé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale d'Attac. Alors le voici, cet abécédaire, on l'a vu, il est un bel objet, un peu vintage. Ouais. Voilà, il est ici. Alors la première entrée, c'est évidemment altermondialisme, un mouvement, des idées, des combats. Qu'est-ce qu'il en reste 20 ans après? Écoutez, il y a 20 ans, quand ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste est apparu, notamment avec le premier forum social mondial à Porto Alegre et puis plein de rendez-vous comme ça, en fait, on était dans une période où on nous vendait la mondialisation comme une mondialisation heureuse qui allait faire la prospérité des peuples dans le monde. 20 ans après, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, les inégalités entre les pays et entre les peuples se sont creusées, et y compris dans un pays comme la France, les inégalités se sont aussi creusées et aggravées. Donc en fait, cette mondialisation qu'on nous présentait comme un peu le bonheur de l'humanité, en fait, n'a pas du tout fonctionné. Alors le mouvement altermondialiste, il est né de cette hypothèse-là, parce qu'à l'époque, on dénonçait cette mondialisation qui, de notre point de vue, était faite en fait pour une minorité. Et en fait, malheureusement, on avait raison. Alors 20 ans après, le mouvement, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il s'essouffle, parce qu'il n'y a plus ces grands rendez-vous. Oui, ces grands forums. Voilà, même s'il y a eu un forum social mondial à Salvador de Bahia cette année, qui a été un succès, en tous les cas avec une grosse présence altermondialiste, avec différents mouvements, etc. Mais ça n'a plus cette visibilité. Et pourtant, quand on regarde la situation dans le monde, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de luttes, de mouvements sociaux, de résistance dans le monde. Donc... Alors comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'il y avait des figures, des personnalités d'ailleurs qui sont dans ce livre. On pense à Naomi Klein, à José Bové. Il n'y a pas une nouvelle génération qui a pris le relais, qui est emblématique, médiatique? Moi, je crois que si, il y a une nouvelle génération, parce que dans ces rendez-vous qui existent, même s'ils sont moins visibles, on voit beaucoup de nouveaux et de nouvelles et des jeunes. Alors, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se faire des noms. Je pense qu'aussi, il y a le fait qu'il y a une lutte, quelque part, politique, culturelle au niveau international. C'est-à-dire, par exemple, avec l'élection de Trump et avec les discours de Trump qui, à la fois, défend un libéralisme extrêmement fort et en même temps du protectionnisme, etc. Donc, il brouille aussi les cartes. Et je dirais aussi qu'on est dans une situation où la montée des colères des peuples en Europe, par exemple, se transforme dans certains pays par des politiques xénophobes, des politiques réactionnaires, des politiques racistes parfois. Donc on voit bien, on est dans ce débat un peu quel avenir du monde. Et je rajoute à ça la crise climatique, parce que si vous prenez ce qui s'est passé cet été avec l'emballement du réchauffement climatique, eh bien on voit bien que les choses s'accélèrent d'une certaine façon et que peut-être ce qu'on a appelé le mouvement altermondialiste et les grandes voix du mouvement altermondialiste, eh bien il y a sans doute besoin que ça réémerge d'une façon ou d'une autre et avec de nouvelles voix, parce qu'il y a des plus jeunes qui s'engagent. Mais est-ce qu'en France, votre discours ou même votre cause n'a pas été récupérée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Alors écoutez, la France Insoumise, je pense que c'est un mouvement qui est politique, qui a grossi. Je pense que la France Insoumise a eu peut-être la tentation, en tous les cas, je dirais pas de récupérer finalement, que des mouvements politiques reprennent des thèmes portés par les mouvements sociaux et par le mouvement altermondialiste ou par Attac. D'une certaine façon, tant mieux. Ça veut dire que nos points de vue diffusent dans la société. Pour autant, nous restons persuadés qu'il y a besoin, à côté des organisations politiques, quelles qu'elles soient, de mouvements sociaux totalement indépendants de ces organisations politiques. Ça nous semble fondamental, même si on peut être dans la discussion, même si on peut être dans le débat. Mais en tous les cas, nous voulons garder notre autonomie de mouvement social sans être lié à un parti politique quel qu'il soit. Et Attac a mené des batailles contre le CETA, contre l'ALENA. Là, on voit que cet accord commercial, le libre-échange commercial nord-américain est en train d'être renégocié. Le Canada est venu. A priori, ils sont en train de trouver ce nouvel accord, peut-être pour demain. Est-ce qu'on n'est pas un peu découragé de voir que malgré tout, malgré les combats, malgré les luttes, eh bien, le libéralisme est bien là? Écoutez, oui, ça pourrait être décourageant, effectivement. Mais en même temps, encore une fois, quand vous regardez très concrètement tout ce qui se passe sur le terrain, enfin, localement, un des moteurs d'Attac et du mouvement altermondialiste, c'était du local au global et du global au local. Et effectivement, quand on regarde sur le terrain, mais même en France, par exemple, il y a plein de choses qui se passent localement. Alors, elles ne sont pas forcément très visibles, mais il y a plein d'expérimentations pour porter des alternatives face aux politiques ultralibérales, mais face aussi sur les enjeux climatiques ou sur la question des migrants. Par exemple, la question de la solidarité avec les migrants. Mais pourquoi justement on a vu des sondages qui montrent que les Français trouvent qu'il y a trop de migrants, qu'ils sont inquiets. Comment vous l'expliquez
expliquer? Écoutez, au plus haut niveau de l'État, que ce soit avec le gouvernement actuel, mais même avec les gouvernements précédents, et je me souviens par exemple des discours de M. Valls dans le gouvernement précédent, je veux dire, quand ces paroles-là sont dites au plus haut niveau de l'État, effectivement, ça libère peut-être des peurs, des angoisses de nos concitoyens, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que concrètement, il y a vraiment de la solidarité qui s'organise avec les migrants, même si on n'en parle pas beaucoup, toujours dans les grands médias. Et votre nom, votre logo vient de Tobin, de la taxe Tobin, un taxe sur les transitions financières. À un moment, on y a cru. Là, ensemble, on a l'impression que le combat est perdu. C'est ce que vous ressentez ou pas? Écoutez, non. Alors, je suis peut-être quelqu'un qui continue à vouloir se battre malgré les difficultés, mais en fait, par exemple, les actions qu'a mené Attac sous forme d'actions de désobéissance civique devant Apple, par exemple, devant une de ces grandes multinationales qui pratiquent comme sport l'évasion fiscale à un très haut niveau, ou devant les banques, eh bien, montre que ça a de l'écho. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mène ce type d'action, eh bien, effectivement, je pense qu'on est compris parce que quand on montre qu'il y a 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, c'est autant d'argent qu'il y a moins dans les caisses publiques pour faire une politique de la santé, pour faire une politique de l'éducation. Donc, je pense que c'est un discours qui marche. En même temps, en face de nous, on a des gens, on a des forces qui, effectivement, sont toujours là pour défendre les intérêts, les privilèges d'une minorité. Mais alors, de qui vous voulez parler? De quelle force? Les lobbies? Écoutez, les lobbies des multinationales, les lobbies notamment aussi, par exemple, on l'a vu sur les questions environnementales qui défendent les produits nocifs pour la santé. Enfin, on voit bien, on sait que l'argent qui est mis et le nombre de lobbyistes, par exemple, à Bruxelles, c'est quelque chose de dément. C'est-à-dire par rapport aux mouvements sociaux qui se battent, on n'est pas dans le même rapport. Mais là, quand vous voyez Nicolas Hulot qui démissionne, donc le ministre qui n'est plus le ministre démissionnaire de la transition écologique et solidaire, qui démissionne justement en dénonçant les lobbies et que finalement, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir d'électrochoc. Vous n'êtes pas là aussi. Est-ce que vous pensez que vos combats sont entendus? Écoutez, en tous les cas, c'est grave. C'est-à-dire que la démission de Nicolas Hulot montre bien qu'il y a incompatibilité entre ce qu'il prétendait porter et la politique menée par ce gouvernement de M. Macron. Donc il y a vraiment cette rupture, elle montre ça. Donc c'est une vraie crise parce que Emmanuel Macron avait quand même pris des engagements et le gouvernement précédent dans lequel il était avait pris des engagements au moment de la COP 21 et ces engagements ne sont pas du tout respectés. Même les politiques actuelles tournent le dos à ça. Bon, alors même qu'il y a un emballement climatique qui est plus acceptable et je crois qu'il y a une prise de conscience qui est difficile parce que ça veut dire que ça touche à la vie quotidienne de chacun et de chacune, mais malgré tout, il y a une prise de conscience et si le gouvernement français et les autres gouvernements ne mènent pas une politique à la hauteur de ces enjeux, non seulement on va à la catastrophe, mais c'est une catastrophe qui va toucher tout le monde. Mais est-ce que vous arrivez encore à toucher l'opinion publique? On a vu que même les syndicats en France ont du mal à mobiliser. Comment faire? Est-ce que vous la voyez, cette mobilisation? Comment elle peut se traduire? Écoutez, je ne suis pas devin, je sais très bien, ma longue expérience, que je ne suis pas toute jeune, montre qu'on ne peut jamais savoir quand une mobilisation va prendre et sur quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, un mois avant mai 68, on disait « la France s'ennuie ». Avant le mouvement social de décembre 95, franchement, un mois avant, vous m'auriez interrogé, je ne vous aurais pas prévu un Mais là, il y a une entrée Nuit debout. Et Nuit debout, finalement, ça n'a pas donné lieu à beaucoup de résultats. Oui, pas immédiatement. Effectivement, la loi travail est passée avec tout ce que ça veut dire. Mais en même temps, des mouvements comme Nuit debout, je pense, irriguent la société, les plus jeunes, qui se posent des questions, qui se construisent. Et ça ressortira un jour ou l'autre, j'en suis persuadée. Et vous l'avez vu dans cette première université que vous avez organisée? Écoutez, l'université, cette année, effectivement, Attac a l'habitude de faire des universités, mais cette année, c'était l'université des mouvements sociaux. Non seulement il y a eu une affluence importante, puisqu'on était à plus de 2200 participants, mais surtout une diversité, et notamment, j'allais dire, une relève générationnelle, ce qui pour moi est évidemment décisif, et avec l'idée de aucun mouvement social n'a la réponse à lui tout seul. Aucun syndicat, aucune ONG, aucune association n'a la réponse à tous les défis qui nous sont posés quand on veut combattre effectivement le libéralisme, le dérèglement climatique et apporter des réponses alternatives. Merci Annick Coupé d'être venue sur le plateau de 64 minutes. L'abécédaire engagé d'altermondialisme à zapatisme, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent.